Jean-Marie, bonjour. On a décidé de faire une petite vidéo. On a fait une première vidéo il y a quelques temps sur la captation vidéo. On a dit qu'on se ferait une vidéo sur ce qu'il y a derrière, ce qui permet de rediffuser ces vidéos. J'avais fait un billet de blog sur les serveurs YouTube. J'avais mis ça sur LinkedIn et tu m'avais dit oui, mais il n'y a pas que YouTube pour diffuser des vidéos. Je dis tout à fait d'accord avec toi. On voit que les universités utilisent YouTube plus pour le grand public, des choses, mais même presque 95% de ce qui est capté dans les universités reste sur des serveurs privés. C'est pas souvent grand public. Tout ce qui est cours, conférences, réunions, etc., etc. Et donc, sur ces serveurs privés, on peut rendre public certaines choses. Les fonctionnalités qu'on a sur ces serveurs-là, c'est rendre des vidéos publiques, les diffuser dans les plateformes de cours, que chaque prof puisse éditorialiser son espace à lui, se créer un espace sur sa chaîne à lui. On trouve des fonctionnalités, alors suivant les différents types de plateformes, de stockage, d'indexation, de chapitrage, de découpage, de multiview, de picture-in-picture. Qu'est-ce qu'il y a encore comme fonctionnalité? Ça fait déjà pas mal. Peut-être d'export. Pour rendre tout ça un peu inclusif aussi de sous-titrage. Voilà. Donc, chez Ubicast, vous avez une base installée qui est assez conséquente dans les établissements. Est-ce que tu peux nous parler de un peu l'histoire des serveurs Ubicast? Comment c'est arrivé, vous arrivez à produire des serveurs? Où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller demain? Ok. Simple comme question. Très simple. Nous, on est parti du monde de la captation, des enregistreurs en 2007 quand on a lancé Ubicast. Et en fait, dès 2010, on a des clients qui commencent à nous challenger et nous dire bon, vous êtes mignons, mais moi, j'en produis 80, 90 par an des vidéos. L'export USB, je prends ma clé USB, je la mets dans mon ordi, ensuite je vais publier à tel endroit. C'est bien, mais vous n'auriez pas un truc à proposer. Et donc, on a dit pourquoi pas, challenge. Surtout que nous, notre équipe a toujours été majoritairement composée de développeurs informatiques. Donc, c'est un challenge qui nous a plu. Et on a commencé à développer une plateforme vidéo qui s'appelait Media Server à la demande de clients. Donc, un espèce de portail, on appelait ça une web TV à l'époque, même si le terme est plus trop au goût du jour, on va dire. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que les gens l'appréciaient pas mal. Et en 2017, on a décidé, après un travail sur nous-mêmes, de mettre la plateforme vidéo comme la solution numéro 1 du Bicast, parce que c'est là où on apportait le plus de valeur ajoutée. On se différenciait le plus, on pouvait apporter le plus d'intelligence dans les mécaniques et dans les workflows. Donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Elle fait beaucoup de sens parce que, tu l'as dit, YouTube t'offre une portée de communication externe. En revanche, il y a des grands écueils. Le premier, c'est celui de la propriété intellectuelle. Et on sait que dans l'enseignement supérieur, c'est sacrément important sur la propriété intellectuelle des cours qui sont donnés par les enseignants, des colloques, quand il y a des chercheurs qui viennent présenter des travaux de recherche. Et également, ces plateformes publiques, elles n'intègrent pas la notion pédagogique. Elles ne s'intègrent pas de manière intelligente avec la plateforme d'enseignement en ligne. Elles ne favorisent pas l'engagement de l'élève. Elles vont essayer plutôt de lui mitrailler une pub pour je ne sais pas quelle marque de céréales au milieu de la vidéo du cours. Tu vois, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors que nous, on va vraiment se différencier sur ces deux points-là, c'est-à-dire le côté souveraineté des données, que les gens soient maîtres et propriétaires de leurs données, qu'elles ne soient pas revendues ni utilisées. Et le deuxième aspect, c'est qu'on vienne apporter une dose de pédagogie dans ce transfert de connaissances par le média vidéo. D'accord. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de services. Donc, une fois qu'on a déposé… Alors, on comprend bien que la vidéo maintenant, si vous avez vu la vidéo précédente sur la captation, une vidéo pédagogique, ça peut être plusieurs caméras, ça peut être plusieurs points de vue, c'est plusieurs sources de data. Donc, l'écran du prof, ça peut être éventuellement l'écran d'un intervenant extérieur, l'écran d'un étudiant. Donc, tout ça, c'est une vidéo pédagogique à en fait constituer plusieurs flux vidéo. Quels sont les services qui sont associés maintenant avec tout ce bazar-là? Ce qu'on va trouver au-delà du média vidéo, tu entends? Ouais, non, mais c'est l'indexation, c'est… Ouais. Alors en fait, nous, c'est ce qui va effectivement soutenir ce point pédagogique, c'est qu'à droite de la vidéo, on va trouver une barre latérale. Dans cette barre latérale, on va avoir des annotations sociales, donc qui vont être ouvertes aux profs, mais surtout aux étudiants, où ils vont pouvoir poser des questions, enrichir avec des liens externes, lever la main pour dire je ne comprends pas, ou mettre même une note personnelle. C'est-à-dire que seul l'étudiant va pouvoir consulter cette note, elle ne va pas être partagée avec les autres étudiants ni avec l'enseignant. Donc on le voit, c'est très utilisé au moment des révisions. Ils taguent un peu les vidéos
et avant les révisions, ils vont naviguer dans ces points-là parce que ces annotations sont temporalisées. On note le moment où ils la mettent. Comme ça, on sait que c'est en lien avec telle partie du contenu vidéo. Ensuite, on a des annotations éditoriales. Donc là, elles sont réservées aux profs. Et l'enseignant, il va pouvoir chapitrer pour éditorialiser un petit peu, ajouter des pièces jointes temporalisées. Donc, par exemple, s'il survole un concept un peu complexe au milieu de son cours ou de sa capsule vidéo, parce que si c'est une vidéo de 10 minutes aussi, ça marche aussi, et il va pouvoir attacher un PDF de 20 pages pour ceux qui veulent aller plus loin. Et puis enfin, on a ajouté une troisième annotation éditoriale qu'on a appelée l'activité. Et donc là, l'enseignant va pouvoir mettre un quiz ou un sondage ou embarquer une activité qui offre un code embed, donc qui vient du web. Et là, on trouve des exemples un peu bébêtes, hein, un Google Form, une vidéo YouTube pour venir compléter son cours. Ouais. Ou alors, encore plus malin, on va aller pouvoir ajouter un WooClap pour favoriser l'interaction avec les élèves ou d'autres outils pédagogiques. Et tout ça est bien sûr indexé, retrouvé dans un moteur de recherche, qui va venir alimenter un moteur de recherche par lequel l'étudiant va finalement retrouver le moment qu'il souhaite dans un contenu plus ou moins long. D'accord. Tout à l'heure, j'ai parlé de service d'inclusion. Le sous-titrage, c'est généré automatiquement. Il y a une procédure à faire. Comment ça se passe? Oui, nous, on a noué un partenariat avec une autre boîte française qui fait partie de l'association EdTech France d'ailleurs, qui s'appelle Autot, qui fait du sous-titrage automatique. Et donc, on a un partenariat, on a intégré leur service. Donc, l'utilisateur final ne le voit pas, mais finalement, toutes les vidéos qui sont remontées sur la plateforme vidéo Unicast sont sous-titrées, voire traduites. Donc, comme ça, on peut avoir les sous-titres en plusieurs langues. Donc, ça, ça s'enclenche automatiquement. C'est l'administrateur de la plateforme qui dit je veux que toutes mes vidéos soient sous-titrées, ou c'est l'auteur de la vidéo, c'est-à-dire le propriétaire, on va dire le prof, qui dit je veux que ça soit sous-titré et traduit? Comment ça se passe? Alors, les deux sont possibles, mais l'usage qu'on voit le plus souvent et que nous, on recommande, c'est de le mettre en automatique pour qu'on n'ait pas à faire une manip de plus. Parce que on le sait, plus on simplifie le job pour l'enseignant et plus on a de chances qu'il y ait de plus en plus de vidéos qui se retrouvent dans le Learning Management System. Et donc, du coup, on automatise. Et puis, comme ça, tout est sous-titré, tout est accessible. D'accord. Pour donner une idée, c'est pas en temps réel, j'imagine, le sous-titrage, 1 heure de cours, ça met combien de temps à être sous-titré? C'est assez rapide, ça va mettre une quinzaine de minutes pour 1 heure de cours. D'accord. Ouais. Et la traduction va encore plus vite. Donc finalement, tu pourras être sous-titré traduit en 20-25 minutes max. Et ouais. Bon. On avait parlé aussi dans nos discussions. Alors, il n'y a pas que vous qui proposez des plateformes, même si tu as fait le graphique, j'ai plus en tête, j'ai déjà publié la dernière fois le nombre de serveurs, c'est vous qui êtes majoritaire, il me semble, Ubicast sur l'ensemble des universités en France. Il y a d'autres solutions, il y a des gens qui utilisent encore YouTube, il y a des gens qui utilisent Pod, il y a des gens qui utilisent Panopto, des choses comme ça. Oui. L'idée que j'avais, donc on va lancer un appel au peuple, Jean-Marie, au fabricant, c'est YouTube. Ce qui est imbattable, c'est quand on met une vidéo, elle est virale. C'est-à-dire, on peut la voir, il y a les vignettes et des choses comme ça. Il faut imaginer que les plateformes des universités puissent avoir un espèce d'échange, de possibilité de mettre la vidéo publique. Il y a un serveur d'indexation extérieur, qu'on voit toutes les vidéos publiques à partir d'un seul serveur, n'importe quel serveur universitaire, on puisse voir tous les autres serveurs vidéo publics et interroger et interopérables. C'est un truc qui serait pas mal, ça. C'est rigolo que tu m'en parles parce que j'étais sur le salon Learning Technologies il n'y a pas longtemps et j'étais avec un autre membre de EdTech France qui lui, peut agréger différentes données et il m'a challengé là-dessus. Et moi, j'y ai déjà pensé, je trouve que c'est une excellente idée, mais à mettre en œuvre, c'est extrêmement complexe parce qu'il faudrait aller établissement par établissement, valider qu'ils aient le droit, qu'ils autorisent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est leurs données. Donc, moi, je ne me permettrais pas d'agréger ces vidéos, aussi publiques soient-elles, sur une plateforme tierce. Donc, il faudrait aller dans une logique établissement par établissement, leur demander si on a le droit. Mais dans l'absolu, ça aurait beaucoup de sens. Ouais, en fait, je pense, moi, qu'il faudrait juste stocker des métadonnées avec des liens. Et parce que tu lirais la vidéo sur le serveur de l'établement. Oui, c'est possible. Il faudrait aller avoir un truc qui vient chapeauter au-dessus. Ouais, on aurait une vision de toutes les vidéos qui existent sur, je sais pas, les cellules souches, par exemple. Sur tous les cours de cellules souches qui sont publics à droite et à gauche, que ce soit à Lille, Lyon, Marseille, pour que l'étudiant puisse, si les enseignants ont donné leur accord pour diffuser. Parce que le vrai plus de YouTube, c'est ça. C'est tout ce qui est vignettes, suggérées, trucs comme ça. Puis mettre un petit service au-dessus de ces métaliens et de cette vision-là pour suggérer à l'étudiant des choses supplémentaires.
en parlant de services supplémentaires, tu parlais de tests, de trucs comme ça. Est-ce que tu as des outils de suivi? Parce que ça, c'est hyper important. Souvent, les profs, ils disent, je ne sais pas si les étudiants regardent la vidéo, et dans les plateformes, alors, moi, j'avais utilisé on a parlé d'Inwika, je ne sais plus quand, qui avait ça, qui proposait ça. Et YouTube le propose aussi, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qui commencent la vidéo et le pourcentage d'étudiants qui commencent et qui vont à la fin, seconde par seconde, quoi, image par image. On voit là, s'ils reviennent en arrière, s'ils n'ont pas compris. Est-ce qu'il y a des outils comme ça? Oui, complètement. Un enseignant chez nous, donc on va faire en sorte qu'il fasse tout depuis Moodle. Je prends Moodle comme exemple parce que c'est le plus utilisé avec nos plateformes. Et en gros, quand il est dans sa page Moodle et qu'il Ouais. voit la vidéo qui est embarquée au bon endroit, là où il a choisi de la mettre, comme il est enseignant, Moodle nous dit, attention, il est enseignant, donc il est admin de cette vidéo, donc on lui donne l'accès aux statistiques. Et donc là, il peut les voir sous la vidéo. Et donc là, il va avoir le nombre d'accès, le nombre de plays, qui est souvent différent. Mm. Les étudiants qui passent sur la page mais qui ne cliquent pas sur play. Le temps moyen de lecture, le temps cumulé de lecture et les segments de la vidéo les plus vus. Et c'est là que tu vois s'il commence et ça décline ou si au contraire, et c'est là que c'est intéressant avec les chapitres et les annotations, on voit parfois qu'il y a des pics au milieu de la vidéo. Ouais. Et je me rappelle, avec un client, on avait observé ça. Juste après une période de partiel, on était allé voir les stats ensemble. Et il y avait une vidéo qui avait un pic énorme à la 55e minute d'un cours de 3 heures. Et on va voir. Et en fait, le prof, à ce moment-là, dit ce sera à revoir pour les partiels. Et en fait, c'est le moment le plus vu de toute leur plateforme vidéo. Donc, tu vois. Donc, astuce pour les enseignants, si vous voulez revoir les vidéos, dites la phrase magique, hein, à Voilà, revoir parce pour les qu'après, partiels. avec le sous-titrage, ils vont pouvoir chercher le moment où l'enseignant dit partiel. D'accord. Euh, pour ces, est-ce que tu as des outils aussi de découpe, de post-production un petit peu sur la plateforme ou pas? C'est-à-dire, il y a des longueurs, je veux mettre une slide à la place d'une autre. Est-ce que l'enseignant a la possibilité de faire ça? Oui, alors nous, on propose donc des choses relativement simples. Ça va être du découpage, mais puissant. C'est-à-dire que notre outil de découpage, il est à la milliseconde près, parce qu'on s'est rendu compte que quand tu fais un outil de découpage qui est un peu grossier, les enseignants se retrouvent vite à couper une phrase, enfin, un mot, au milieu d'un mot. Ils sont obligés de refaire un découpage, ça les énerve, ils claquent l'ordi, ils s'en vont, et puis il n'y a plus de vidéo. Donc en fait, on a fait un truc avec borne de début, borne de fin, ils peuvent faire Ouais. plusieurs segments. Par contre, c'est à la milliseconde. Comme ça, c'est très précis. Et ils vont vraiment pouvoir découper au bon endroit pour pas qu'il y ait le mot qu'ils veulent enlever ou le début qu'ils veulent découper ou la pause au milieu. Eh ben voilà, on a fait le tour, on a fait pas mal de choses. Ça, c'est une dernière Ouais. question plus pour moi. Est-ce que tu as Oui. des outils de méta-analyse justement sur la durée, le taux de, comment on appelle ça, le taux de captation des vidéos, enfin, comment ils appellent ça, le taux où on regarde la vidéo en fonction de la forme de la Ah, vidéo. Est-ce que tu as pu commencer à faire des... non, alors, ouais, c'est intéressant. Je les ai pas croisés, ces datas. Il faudrait que je vois déjà si je peux les croiser. Ouais. Moi, ce qui m'épate, c'est le pourcentage de la vidéo qui est regardée en moyenne. On a notamment deux gros clients aux Pays-Bas qui ont 35 et 70 salles de classe équipées, donc ils produisent des terras tous les mois. Et en fait, je fais des reportings individuels pour eux tous les mois. Et leur taux moyen de lecture, le pourcentage de la vidéo regardée en moyenne, est autour de 65 à 70% des médias, alors que c'est des médias qui font en moyenne 1 heure. Alors, il y en a qui font 10 minutes, il y en a qui font 3 heures en fonction de la nature du cours, mais tu te rends compte que les gens regardent, les étudiants, 70% du média. C'est-à-dire que facilement, on va être sur des temps de lecture qui vont durer 30, 45 minutes, quoi. Mm. Et ça c'est bluffant. Ça me montre et ça me fait croire que la vidéo pédagogique, elle a du sens. Qu'on n'est pas, parce qu'en fait, je regardais la stat il n'y a pas longtemps, je crois que le temps d'attention sur une vidéo un peu marketing, on est en dizaines de secondes à peine, quoi. Donc là, ils tiennent 45 minutes parce qu'ils apprennent, ils révisent avec. Et là, tu es content de faire On ton n'est pas job. dans un contexte marketing. Moi, je suis d'accord avec Non. toi. On est dans un contexte Mm. pédagogique et ça, ça, Ouais. ça change un peu la donne. Même s'il Et faut ça donne beaucoup réactiver plus un de peu. sens aux médias. Ouais. Même si la forme est super importante, parce que moi, je m'étais rendu compte que les vidéos studio, en général, sont beaucoup plus regardées que les vidéos en amphi. Mm. Une vidéo en amphi, on va picorer dedans. Une vidéo studio, on se la refait 3, 4 fois. Oui. Voilà, En jusqu'à fait, les vidéos en amphi, ce qu'on voit, c'est qu'ils appuient sur ils accélèrent le la temps. Ouais. vitesse de lecture et ils le regardent en 2x pour la manger plus rapidement et plutôt réviser.
C'est pas le même type d'apprentissage. Il y en a un, c'est plutôt pour de la révision et l'autre, c'est vraiment pour apprendre. Je dirais que la courte capsule, elle va être très bien pour apprendre un concept. La vidéo de l'amphi, c'est pour revoir, pas pour voir. C'est dur, sinon c'est un peu hard. Eh ben, on est bien d'accord. Mais on a fait le tour? Ouais, Bon, ben, merci, monsieur Jean-Marie, pour toutes ces précisions. je t'en prie, Christophe, c'était un plaisir.